Je m'appelle Victoire Delmas. Alors que je marchais dans le port de Toulon, parmi les géants d'acier gris de la Marine nationale française, portant sur mes épaules le poids de mon grade, je ne savais pas encore que le plus grand combat de ma vie ne se déroulerait pas en haute mer, mais dans ma propre chambre, dans ma maison tant aimée, sur les côtes marseillaises. Les gens m'ont toujours connue comme une commandante au caractère bien trempé, disciplinée et intransigeante. Je pouvais diriger une frégate, donner des ordres à des centaines de soldats et rester de marbre dans les moments de crise. Mais l'amour, ce piège insidieux qui rouille même les armures les plus solides, m'avait prise au dépourvu. Mon mari Henri et son père Pierre, quand je les regardais, je ne voyais en eux que ma famille, mon refuge et mon avenir. Lorsque j'ai rencontré Henri, j'avais déjà commencé à gravir les échelons de ma carrière et j'étais l'unique héritière d'une fortune considérable léguée par ma famille, que mon grand-père avait constituée grâce à ses vignobles et à ses investissements immobiliers. Henri, quant à lui, Henri était fascinant. Il tenait une galerie d'art, ou plutôt essayait de la tenir. Son côté bohème apportait de la couleur à ma vie régie par la discipline militaire. Il n'avait pas d'argent, mais il avait une vision. Du moins, c'est ce que je croyais. Lorsque nous nous sommes mariés, même lorsque nous avons signé le contrat de séparation de biens, que tout le monde trouvait étrange mais sur lequel j'avais insisté, je n'avais vu aucune trace de malaise sur le visage d'Henri. Mon argent est ton argent, ma chérie. Quelle importance ont ces papiers, m'avait-il dit avec son sourire charmeur. Ah, comme j'étais aveugle. À ce moment-là, nous ne savions ni l'un ni l'autre que ces papiers seraient un jour mon bouclier et son arrêt de mort. Mais avant de vous raconter la fin de l'histoire, ce doux moment de vengeance, vous devez écouter comment tout a commencé, comment cette plante vénéneuse a envahi ma vie. Si vous êtes prêts à entendre l'histoire d'une femme trahie qui a récupéré non seulement son cœur brisé, mais aussi sa vie volée, et qui a fait regretter ses ennemis, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce que vous allez entendre dans cette histoire satisfera votre sens de la justice. Tout a commencé avec cette longue mission de 6 mois dans l'océan Pacifique. Les longues missions sont courantes dans la marine, mais celle-ci était différente. Je devais rester loin de chez moi, de ma villa en pierre de style provençal que j'aimais tant, et d'Henri pendant 6 mois. Le soir où j'ai reçu mon ordre de mission, nous dînions avec Henri et son père Pierre. Le bruit des couverts en argent et l'odeur d'un Bordeaux coûteux régnaient sur la table. Pierre a levé son verre avec son attitude paternelle habituelle. Le devoir national passe avant tout, ma fille, a déclaré Pierre, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer cette étrange lueur dans ses yeux, mais je l'ai attribuée à la fierté. Va et rends-nous fiers. Tout ce qui se trouve ici, la maison, les investissements, la maison de campagne que tu aimes tant, tout cela nous est confié. Henri et moi veillerons à ce que tu n'aies aucun souci pendant ton absence. Henri me prit la main. Ses doigts étaient chauds et rassurants. Mon père a raison, Victoire. Tu es l'honneur de ce pays. Ne te soucie pas de la bureaucratie, des locataires ou des affaires bancaires. Concentre-toi uniquement sur l'océan. C'est à ce moment-là que cette proposition apparemment innocente a été faite. Pierre a sorti un dossier officiel de son sac en cuir. Ce n'est qu'une formalité, Victoire, a-t-il dit. Si une urgence survient en ton absence, s'il faut signer un document concernant l'assurance de la maison ou effectuer une opération bancaire en ton nom, c'est juste pour faciliter les choses. Une procuration générale. J'ai hésité. Ma formation militaire m'avait toujours appris à lire attentivement tous les documents. Mais ceux qui se tenaient devant moi n'étaient pas des soldats ennemis. L'un était mon mari avec qui j'avais uni ma vie, l'autre était mon beau-père, qui me rappelait mon père. J'ai regardé la tante innocente dans les yeux d'Henri. À ce moment-là, je n'ai même pas pensé que ce que je signais n'était pas une procuration, mais mon propre arrêt de mort. J'ai pris le stylo et j'ai y apposé ma célèbre signature au bas de ce papier épais. Victoire Delmas. En signant, je n'avais pas remarqué le sourire victorieux qui se dessinait sur les lèvres de Pierre. Aujourd'hui, je revis ce moment chaque nuit dans mes rêves, image par image, au ralenti. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment ai-je pu retirer mon armure de commandante et me jeter devant eux comme une proie, sans défense? La semaine suivante, au moment de se dire au revoir dans le port de Toulon, le vent soufflait fort. Henri m'embrassa une dernière fois. « Je t'attendrai, dit-il. À ton retour, tout sera encore plus beau. »
Il me fallut des mois pour comprendre que cette phrase signifiait en réalité « À ton retour, tu n'auras plus rien ». Je me suis tenue sur le pont pour faire signe aux bateaux qui quittaient le port. Le littoral, ma maison, ma vie ont lentement disparu à l'horizon. Les 2 premiers mois, tout était normal. De brèves conversations par téléphone satellite, des emails pleins d'amour. Henri me parlait des rénovations de la maison, de l'entretien des roses dans le jardin. « Mon père te prépare une surprise », disait-il en riant. « Tu ne croiras pas tes yeux quand tu reviendras. » Je n'en croirais pas mes yeux, c'est vrai, car il n'y aurait plus de maison à moi. Au cours du 3e mois, au milieu de l'océan Indien, j'ai reçu un message inattendu. Ce n'était pas un message provenant de la ligne sécurisée du navire. C'était un email personnel crypté de ma sœur Élodie. Élodie est mon opposé. Je suis très stricte. Elle est très sceptique. Elle travaille dans le monde de la mode, vit à Paris et est une experte en matière de relations humaines. L'objet de l'email était simple, urgent, à lire uniquement par toi. J'ai senti mon cœur se serrer. Je me suis retirée dans ma cabine et j'ai allumé mon ordinateur. Les mots d'Élodie ont tranché comme un couteau le silence qui régnait au milieu de l'océan. « Victoire, je ne sais pas comment te dire ça, mais il se passe quelque chose. Je suis passée chez toi le week-end dernier pour te faire une surprise. Ce n'est pas Henri qui m'a ouvert la porte, mais un agent immobilier que je ne connaissais pas. Et à ses côtés se trouvait son père Pierre et une jeune femme. Ils visitaient de la maison, Victoire, mais pas comme des invités. Pierre disait à l'agent immobilier: il faut changer l'éclairage du salon, ça rendra la maison plus attrayante pour la vente. Je t'ai appelé, mais je n'ai pas réussi à te joindre. J'ai appelé Henri. Il m'a dit que, sur ton ordre, avait fait rénover la maison, mais j'ai entendu le tremblement dans sa voix. Victoire, cette maison est à toi. As-tu donné ton accord pour la vendre? La tasse de café que je tenais à la main est tombée par terre. Pfoum. Mais je n'ai même pas entendu sa voix. La vendre? Vendre cette maison remplie des souvenirs de ma grand-mère, où chaque pierre porte les traces de mon enfance. Henri m'avait seulement dit qu'ils avaient réparé le toit. J'ai immédiatement voulu appeler Henri. J'ai saisi le téléphone avec colère. Mais à ce moment précis, la règle d'or que j'avais apprise dans la marine a résonné dans mon esprit. Quand tu vois ton ennemi, ne tire pas immédiatement. Détermine d'abord sa position, évalue sa force et élabore ta stratégie. Si j'appelais maintenant pour hurler, il nierait tout. Il dirait « Tu as mal compris, Élodie ». Avec la procuration qu'ils avaient en main, ils pouvaient tout légaliser avant mon retour et me mettre à la porte. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai respiré jusqu'à ce que l'oxygène me brûle les poumons. À cet instant, l'amour a fait place à un doute glacial et la confiance à une colère tranchante comme une lame de rasoir. Non, je n'allais pas appeler Henri, je n'allais pas demander des comptes à Pierre. J'étais le commandant Victoire Delmas. Et maintenant, je passais en mode silencieux pour réprimer cette révolte qui avait commencé chez moi. J'ai écrit une réponse brève à Élodie. Ne leur laisse surtout pas croire que je sais quelque chose. Contente-toi d'observer. Et trouve-moi le numéro de ton vieil ami à Paris, cet avocat spécialisé dans les divorces sans pitié, Jean-Luc. La guerre commence. Je fermai le couvercle de l'ordinateur. Dehors, l'océan était déchaîné, mais cela n'était rien comparé à la tempête qui faisait rage en moi. Mon mari et son père avaient monté un coup en misant sur ma naïveté, mon amour et mon éloignement. Ils essayaient de me voler tout ce que j'avais, mon héritage, mon honneur. Mais ils avaient oublié une chose. J'avais appris à survivre en mer, et je savais très bien comment nager avec les requins. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai lu le dernier email que Henri m'avait envoyé. Tu me manques beaucoup, mon amour. Le lit est si froid sans toi. Autrefois, cette phrase me réchauffait le cœur. Aujourd'hui, elle me donnait la nausée. Notre lit n'était pas froid, Henri, c'était tes mensonges qui le réchauffaient. Mais, attends, à mon retour, ce lit serait ta tombe et celle de ton père. Au sens figuré, bien sûr, une tombe financière et sociale. Mon plan n'était pas encore tout à fait défini, mais mon intention était claire. Je jouerais leur jeu selon mes propres règles. Ils avaient l'intention de me dépouiller, mais à la fin de la journée, ce seraient eux qui se retrouveraient nus. Et croyez-moi, la vengeance d'un officier de marine pouvait être plus sombre que les profondeurs de l'océan. Maintenant, installez-vous confortablement, car ce n'est pas seulement une histoire de trahison. C'est le début d'une opération gigantesque où la proie devient le chasseur et où la trahison est punie par l'art. Et j'étais prête à diriger chaque seconde de cette opération.
L'immensité bleue de l'océan Indien m'apaisait habituellement. Mais à présent, ces eaux bleues ne suffisaient pas à couvrir le bruit des rouages de la trahison qui tournaient dans ma maison à des kilomètres de là. Les 24 heures qui ont suivi l'email d'Élodie ont été les plus longues de ma vie. J'accomplissais mes tâches quotidiennes à bord du navire comme un robot. Je signais les rapports, contrôlais les gardes, examinais les cartes. Mais mon esprit était dans cette maison en pierre de Marseille, dans ce théâtre sournois monté par mon mari et son père. Je n'eus aucun mal à joindre Jean-Luc sur la ligne sécurisée du téléphone satellite. Jean-Luc n'était pas seulement l'un des avocats les plus chers de Paris. Il était aussi un ancien officier de marine. Il comprenait ce que je voulais dire. « Victoire !» m'a-t-il dit au téléphone, d'une voix grave et professionnelle, comme à son habitude. « Si tu utilises cette ligne, c'est soit que la Troisième Guerre mondiale a éclaté, soit que quelqu'un t'a vraiment énervé. »« C'est la deuxième option, Jean-Luc, » répondis-je en choisissant mes mots avec soin pour que ma voix ne tremble pas. Non seulement ils m'ont énervé, mais ils essaient aussi de me voler ma vie. Pierre et Henri, ils essaient de vendre ma maison. Et je pense que ce n'est pas seulement la maison. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Puis j'entendis le cliquetis rapide des touches clavier. « Rappelle-moi les détails de cette procuration, » dit-il. Je lui parlais du document que je lui avais signé, de ce maudit dîner. Jean-Luc a pris une profonde inspiration. Une procuration générale, c'est la plus dangereuse. Si son champ d'application est large, ils peuvent contracter des emprunts en ton nom, céder des biens immobiliers, voire vendre des actions de la société. Je vais immédiatement vérifier les registres fonciers et les mouvements bancaires. Donne-moi 2 heures. Ces 2 heures m'ont semblé durer 2 siècles. En faisant les 100 pas dans ma cabine, mon regard s'est posé sur la photo d'Henri et moi accrochés au mur. Étais-je cette femme sur la photo, si heureuse, si confiante? J'avais envie de crier à cette femme. « Ouvre les yeux! Regarde le poignard caché derrière le sourire de l'homme à tes côtés. » 2 heures plus tard, lorsque le téléphone a sonné, le ton de Jean-Luc avait changé. Son attitude moqueuse et détendue avait disparu, remplacée par le sérieux d'un stratège militaire. « La situation est plus complexe que tu ne le penses, Victoire, » m'a-t-il dit. Ils ont même signé un protocole préliminaire avec une agence immobilière pour vendre la maison. Mais ce n'est pas le plus grave. Une somme importante a été retirée de votre compte joint et cet argent a été transféré à une société écran nouvellement créée appelée L'Avenir. Le propriétaire de la société semble anonyme sur le papier, mais en suivant les traces, j'ai retrouvé un ancien associé de Pierre. La nausée m'a repris. Il ne se contentait pas de démolir ma maison, il détruisait aussi mon avenir, l'héritage de ma famille. « Arrête-les », ai-je dit entre mes dents. « Annule immédiatement cette procuration, gèle les comptes. »« Non », a répondu Jean-Luc d'un ton sec. « Ce serait la plus grande erreur que nous pourrions commettre, Victoire. Si nous intervenons maintenant, ils vont paniquer. Ils vont faire disparaître l'argent, effacer leurs traces et, à ton retour, ils te diront que ce n'était qu'une erreur commerciale. Tu ne peux pas le prouver. Si tu veux vraiment les coincer, il faut les prendre en flagrant délit. Laisse-les se sentir en sécurité. Laisse-les croire qu'ils ont vendu cette maison. » Jean-Luc avait raison. C'était une partie d'échecs et je n'avais même pas encore fait mon premier coup. Je devais sacrifier mes pions pour mettre le roi en échec. « D'accord, dis-je. Quel est ton plan ? » « Il nous faut d'abord des yeux, » répondit-il. « J'ai un détective privé de confiance à Marseille. C'est un ancien policier. Il est invisible. Je vais le mettre sur la piste de la maison, d'Henri et de Pierre. Avec qui il se voit, où il dépense cet argent, qui est cette jeune femme. Nous apprendrons tout. Toi, contente-toi de jouer ton rôle. Continue à écrire des lettres d'amour à Henri. Fais comme si tu ne savais rien. » Après avoir raccroché, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Le doux regard dans mes yeux avait disparu. À sa place, il y avait la grisaille d'une mer agitée. J'ai écrit un email à Henri, mes doigts glissaient sur le clavier, et chaque fois que je tapais « Je t'aime » ou « Tu me manques », j'avais la nausée. Mais j'ai continué à écrire. Car pour frapper l'ennemi à son moment le plus vulnérable, il faut attendre le moment mon édouchou où on n'est que le plus proche de lui. Une semaine plus tard, le premier fichier envoyé par Jean-Luc est arrivé dans ma boîte mail. Il s'intitulait « Jeu d'ombre ». Lorsque j'ai ouvert le fichier, mes mains ont tremblé, mais ce n'était pas de peur, c'était de pure colère. Des photos,
Henri et cette femme, la jeune femme dont Élodie avait parlé. Ils étaient assis dans un café. La main d'Henri était posée sur le ventre de la femme. Elle était enceinte, et Henri la regardait avec une tendresse que je ne lui avais jamais vue. Pierre était aussi sur les autres photos. Tous les trois sortaient de ce magasin de luxe pour bébés, acheté avec mon argent. Pierre souriait fièrement, comme s'il regardait sa belle-fille. À ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une opération de remplacement. Ils allaient m'effacer de leur vie en utilisant mon argent et mes biens, et me remplacer par cette femme et l'enfant à naître. Mon héritage allait devenir l'avenir de cet enfant. Quant à moi, je serais l'ex-épouse de retour de mission, ayant tout perdu, mise à la porte. Si cette partie de l'histoire vous a bouleversé, attendez, car ce n'est pas là le véritable drame. Le véritable drame, c'est le moment où une femme, au lieu de pleurer en regardant ses photos, a commencé à les classer comme des munitions. Restez d'accord plutôt qu'écoute pour assister à cette transformation, car le règlement de compte que vous allez voir dans un instant est bien plus qu'une simple vengeance. J'ai rappelé Jean-Luc. Cette fois, ma voix était glaciale. J'ai vu les photos, lui ai-je dit. Je suis désolée, Victoire, a répondu Jean-Luc. Ne le sois pas, ai-je répondu. Ne le sois surtout pas, c'est une excellente nouvelle. Jean-Luc était surpris. Comment ça? Parce que j'ai désormais la conscience tranquille, Jean-Luc. Ces photos ont détruit le dernier rempart qui m'empêchait de leur pardonner. Maintenant, écoute-moi. Dis à ce détective que je veux tout savoir sur cette femme, son identité, son passé, sa famille, tout. Et je veux envoyer un cadeau à Henri, un cadeau qui lui montrera à quel point je lui fais confiance, afin qu'il baisse complètement sa garde. Que vas-tu faire? La collection de montres anciennes que mon père m'a laissée. Henri a toujours voulu la vendre, mais je ne l'ai jamais autorisé. Je vais lui envoyer une nouvelle procuration, uniquement pour la vente de ses montres. Je lui dirai: tu as besoin d'argent, utilise-le pour les travaux. Tu es folle, Victoire? Ces montres valent une fortune. Je sais, dis-je avec un sourire amer, mais cela reviendrait à leur tendre le plus gros piège qui soit. Ils vendront ces montres et verseront l'argent à cette société écran. Et nous, en suivant la trace de cet argent, nous les coincerons pour blanchiment d'argent et escroquerie aggravée. De plus, l'assurance de ces montres contient une clause très particulière. En cas de vente non autorisée ou de vol, la compagnie d'assurance intervient et lance une enquête internationale. Je ne serai pas la seule à les traquer. Les géants de l'assurance s'en chargeront aussi. Jean-Luc éclata de rire. Vous êtes une femme redoutable, commandant. J'adore ça. Lorsque je raccrochai le téléphone, les sirènes du navire retentirent. C'était l'heure de l'exercice. Je mis ma casquette, ajustai mon uniforme et montai sur le pont. Le vent me fouettait le visage, mais je sentais le feu qui brûlait en moi me réchauffer. Henri, Pierre et cette femme, ils étaient peut-être en train de siroter du champagne avec mon argent. Mais ils ne savaient pas qu'une tempête venue du milieu de l'océan était sur le point de détruire non seulement leur maison, mais aussi le sol sur lequel ils se trouvaient. Le jeu avait commencé, et je réécrivais les règles. En pleine mer, la notion du temps se déforme. Même si les jours se ressemblent tous, chaque feuille du calendrier me rapprochait un peu plus de Marseille, de cette grande confrontation. Le plan que j'avais baptisé Opération Horloge se déroulait comme prévu. Comme je l'avais deviné, Henri avait accepté sans hésiter la procuration que je lui avais envoyée pour vendre sa collection d'horloges anciennes. 3 jours seulement après la vente, Jean-Luc m'a appelé. « Ils ont mordu à l'hameçon, Victoire », m'a-t-il dit, la voix empreinte de la satisfaction d'un chasseur qui a acculé sa proie. Les montres ont été vendues à un collectionneur privé de Genève, à un prix légèrement inférieur à leur valeur marchande. Et devine où l'argent est allé? À la société L'Avenir, ai-je répondu en serrant ma tasse de café. Tout à fait. Mais ce n'est pas tout. Henri te dira qu'ils ont utilisé l'argent pour rénover le toit de la maison et aménager le jardin. Or, les relevés bancaires montrent que cet argent a été versé le jour même pour payer le loyer annuel d'une luxueuse résidence louée au nom de Juliette Morel. Juliette Morel, c'était donc son nom, la femme qui essayait de prendre ma place, qui dormait dans mon lit, qui portait l'enfant de mon mari. Le détective de Jean-Luc avait constitué un dossier détaillé sur Juliette. Lorsque j'ai ouvert le dossier, ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Juliette n'était pas seulement une maîtresse, elle était une copie bon marché de ma vie.
Ses comptes sur les réseaux sociaux étaient publics, ce qui était leur plus grande erreur. En regardant les photos, j'ai eu un haut le cœur. Elle posait dans mon ancien vignoble que j'aimais tant, coiffée de mon chapeau. Elle avait ajouté la légende suivante: c'est la saison des vendanges dans nos vignobles. Nos vignobles. Quand ces vignobles, hérités de mon grand-père, qui ont été cultivés à la sueur du front de ma famille, étaient-ils devenus les vôtres? Sur une autre photo, elle montrait le collier en diamant qu'Henri lui avait offert. Ce collier était exactement le même que celui qu'Henri m'avait promis de m'offrir pour notre 5e anniversaire de mariage, mais qu'il avait reporté en prétextant une situation financière difficile. Il vivait mes rêves avec mon argent. À ce stade, je voudrais vous poser une question. Que feriez-vous si vous voyiez quelqu'un d'autre voler votre vie, vos vêtements, voire vos souvenirs, et les vendre sur les réseaux sociaux comme s'il s'agissait de sa propre vie? La plupart des gens se précipiteraient sur leur téléphone pour déclencher un tollé. Mais j'étais Victoire Delmas. Et si la vengeance est un plat qui se mange froid, je venais d'ouvrir le couvercle du congélateur. Si vous étiez à ma place, pourriez-vous faire preuve de la même patience ou brûleriez-vous vos vaisseaux? J'attends vos commentaires sincères. J'ai demandé à Jean-Luc. Qu'en est-il de la compagnie d'assurance? Ils sont sur le coup, m'a répondu Jean-Luc. J'ai activé la clause spéciale de la police. La vente de la collection ne peut avoir lieu que si la sécurité des œuvres est menacée ou avec l'accord écrit du propriétaire, sous la supervision d'un expert en assurance. Henri a omis ce détail. La compagnie d'assurance a actuellement classé la vente comme transaction suspecte, mais elle attend à ma demande. À ton retour, nous appuierons sur le bouton et cela deviendra non seulement une affaire de divorce, mais aussi une affaire internationale de fraude à l'assurance. Tout était prêt et le navire avait tracé sa dernière route vers le port de Toulon. La dernière nuit, alors que je préparais mon uniforme dans ma cabine, j'ai reçu un autre message d'Henri. « Ma chérie, je ne pourrai peut-être pas venir t'accueillir au port demain. La tension artérielle de mon père a un peu augmenté, je dois rester à ses côtés. Mais ce soir, à la maison, j'ai une merveilleuse surprise pour toi. Je t'aime. » Mensonge. Encore un mensonge. Notre détective nous avait informé qu'Henri et Pierre avaient rendez-vous chez le notaire ce jour-là. Juste avant mon retour, ils essayaient de finaliser le transfert de propriété de la maison. Ils ne viendraient pas m'accueillir au port parce qu'ils n'osaient pas me regarder en face, ou pire, ils allaient me faire patienter jusqu'à ce qu'ils aient terminé. « Ce n'est pas grave, mon amour, » ai-je écrit. « Prends soin de ton père. Maman se voit à la maison. » Le lendemain matin, nous avons accosté au port de Toulon à l'aube grise. Alors que les soldats couraient vers leur famille, je suis restée seule sur le quai, le vent me fouettait le visage. Mais cette fois-ci, je n'avais pas froid. Le feu qui brûlait en moi me protégeait. J'ai appelé un taxi. « Marseille », ai-je dit, par la route côtière. J'ai regardé le paysage tout au long du trajet, mais je n'avais en tête que ce spectacle. Je n'allais pas rentrer chez moi en silence. Je n'allais pas revenir comme il l'attendait, fatiguée, ignorante et docile. Lorsque le taxi s'est engagé sur la route, bordée de ces servires que j'aimais tant, mon cœur s'est mis à battre plus fort. Mais ce n'était pas de l'excitation, c'était la concentration d'un prédateur qui a repéré sa proie. Devant la maison, à côté de la voiture d'Henri, il y avait une autre voiture de sport de luxe. Probablement le cadeau de Juliette. Et à l'intérieur, je voyais des ombres bouger derrière les rideaux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé à Jean-Luc un message d'un seul mot. « Commence !» C'était le signal du début de la tempête. Dès qu'il recevrait ce message, Jean-Luc appellerait le commissaire, notre contact à la préfecture de police de Marseille, donnerait l'ordre d'agir aux inspecteurs de la compagnie d'assurance et transmettrait tous les dossiers compromettants dont disposait notre détective au parquet. Je suis descendue de la voiture. J'ai senti le poids de mon uniforme. J'ai pris une profonde inspiration, respirant l'air de la Provence qui sentait la lavande et la mer. C'était mon dernier souffle en tant que victime. Mon prochain souffle serait leur cauchemar. J'ai inséré ma clé dans la serrure. La porte s'est ouverte. Des éclats de rire provenaient du salon, le rire sonore de Pierre et le gloussement aigu d'une femme. « Victoire revient ce soir, n'est-ce pas ?» disait la voix féminine. « Finissons cette bouteille de champagne avant qu'elle n'arrive. » Le bruit sourd de mes bottes sur le parquet fit taire les rires comme un coup de couteau. Lorsque j'entrai dans le salon, 3 paires d'yeux se tournèrent vers moi. Henri laissa tomber le verre qu'il tenait à la main. Pierre resta figé dans son fauteuil.
Et Juliette? Elle était dans les bras d'Henri, mon châle préféré sur les épaules, et me regardait comme si elle avait vu un fantôme. J'ai lentement retiré mon chapeau et l'ai posé sur la table, à côté des actes de propriété non signés. La fête était finie, dis-je d'une voix aussi froide que les profondeurs de l'océan. Mais le spectacle ne fait que commencer. Chut. À ce moment-là, voir la peur dans leurs yeux, ça n'avait pas de prix, mais ils n'avaient encore rien vu, parce que je n'étais pas seule à la porte. Derrière moi, une armée attendait pour détruire leur vie. Le silence dans la pièce était comme une bombe prête à exploser. Henri était livide, son teint était encore plus pâle que le champagne qu'il venait de boire. La femme dans ses bras, Juliette, qui avait pris ma place, se leva d'un bond et repoussa Henri, comme si ce contact lui avait soudain rappelé sa culpabilité. Quant à Pierre, ah, ce vieux renard! Dès qu'il eut surmonté le premier choc, il tenta de revêtir son masque d'arrogance habituel. « Victoire !» dit Henri d'une voix tremblante. « Tu devais venir demain. C'est une surprise ?» « Une surprise ?» dis-je, un sourire glacial aux lèvres. Je me dirigeai vers la table, pris la coupe de champagne à moitié vide et la renversai d'un trait sur le sol. Je continuai en regardant le liquide mousseux se répandre sur le tapis. La vraie surprise est à la porte, Henri. Je ne suis qu'un avant-goût. Pierre se leva en s'appuyant sur sa canne. Une fausse colère apparut sur son visage. Quelle impolitesse, Victoire! C'est ainsi que tu rentres chez toi? Dans quelle situation mets-tu ton mari et moi devant notre invité? Juliette est notre décoratrice. Notre décoratrice? Avec mon châle sur elle et dans les bras d'Henri? J'eus du mal à ne pas éclater de rire devant ce mensonge pitoyable de Pierre. Garde tes mensonges pour toi, Pierre, dis-je sans élever la voix, mais en laissant transparaître une note autoritaire dans mon ton. Et arrête de considérer cette maison comme la tienne, parce que vous n'avez pas pu signer les documents de transfert de propriété que j'ai laissés sur la table tout à l'heure. Vous avez mal choisi votre moment. Henri a fait un pas vers moi, les mains tendues. « Chérie, tu te méprends, je peux tout expliquer. Pour les frais médicaux de mon père… » Je ne le laissai pas terminer. Je levai le téléphone que je tenais à la main. « Jean-Luc, dis-je, entre. » La porte s'est ouverte en grand, mais Jean-Luc n'était pas seul. Il était accompagné du commissaire Morel, de la police judiciaire de Marseille, de 2 policiers en uniforme et d'un inspecteur des assurances qui tenait un gros dossier. Notre salon s'est transformé en scène de crime. À cet instant, voir l'expression du visage de Pierre changer, l'arrogance laisser place à la peur pure, m'a procuré plus de satisfaction que toutes les médailles que j'ai reçues dans ma vie. Le commissaire Morel s'est avancé d'un pas décidé vers Henri. « Henri Delmas et Pierre Delmas », a-t-il déclaré d'un ton officiel. « Vous êtes arrêtés pour fraude aggravée, falsification de documents, détournement de fonds et fraude à l'assurance internationale. »« Quoi ?» s'écria Henri, la voix aiguë comme celle d'une petite fille. « C'est absurde. Je suis mariée. C'est bien son commun. » C'est là que Jean-Luc intervint. Dans son costume italien hors de prix, il se présenta comme un artiste de théâtre. « Vous vous trompez, monsieur Henri, dit-il. L'article 4 de votre contrat de mariage stipule que le régime de la séparation de biens s'applique. Mais ce n'est pas là votre véritable problème. Votre véritable problème, c'est que vous avez utilisé la procuration limitée que Madame Victoire vous a donnée pour les montres anciennes afin de transférer les revenus que vous avez obtenus à la société Écran L'Avenir, puis de les rediriger vers la propriété louée au nom de cette dame, dit-il en désignant Juliette. C'est un crime organisé. Juliette poussa un cri. Je n'ai rien à voir avec ça. Elle m'a dit que cet argent m'avait été légué. Ah, les rats avaient déjà commencé à quitter le navire. De plus, ajouta l'inspecteur d'assurance en montrant sa tablette, la vente des montres a été effectuée en violation de la condition d'approbation par un expert prévue dans la police d'assurance, ce qui signifie que ces montres sont désormais considérées comme volées. Et vous avez fait sortir ces biens volés hors des frontières internationales. Les autorités suisses se sont également jointes à l'enquête. Pierre s'effondra sur sa chaise. « Tu ne peux pas nous faire ça, Victoire, » murmura-t-il. « Nous sommes ta famille. » Je me penchai vers lui, m'approchant tellement de son visage que je pouvais voir ses pupilles trembler de peur. « La famille ?» dis-je. « La famille, c'est ceux qui ne te poignardent pas dans le dos quand tu leur tournes le dos, Pierre. Vous n'étiez pas ma famille, vous étiez mes parasites. Et maintenant, c'est l'heure de la désinfection. »« Non, pas moi, non.
Lorsque les policiers me notèrent en Henri, le bruit du métal froid résonna dans la pièce. « Victoire, je suis enceinte !» s'écria soudain Juliette, comme si cela allait la sauver. « Je suis enceinte de ton mari !» C'était une erreur de dire cela, une très grosse erreur, car cela confirmait qu'Henri n'était pas seulement un voleur, mais aussi un traître sans scrupules. Cette confession devant les policiers m'avait donné un avantage décisif dans la procédure de divorce. « Je sais, » dis-je calmement, « et j'ai pitié de cet enfant, parce que son père est en prison et que sa mère va grandir en tant que criminelle, jugée pour complicité de fraude. » Henri m'a regardé tandis que les policiers le traînaient vers la porte. Il avait les larmes aux yeux. « Tu m'aimais, » m'a-t-il dit. « Comment as-tu pu faire ça ? » ?»« La femme qui t'aimait est morte quand elle est montée à bord de ce bateau, Henri, » ai-je répondu. « La femme qui est survenue est une création de ton esprit. » Alors qu'ils étaient emmenés, je voyais les voisins se pencher à leurs fenêtres, leur réputation, tant chérie, réduite à néant. Pierre avait baissé la tête en montant dans la voiture de police. Henri pleurait toujours. Juliette, elle était emmenée dans une autre voiture pour être interrogée. Lorsque la porte s'est refermée, il ne restait plus que moi, Jean-Luc, et cette bouteille de champagne à moitié vide dans la maison. Jean-Luc a ajusté sa veste. « Ce n'était que le premier round, Victoire, » a-t-il dit. « Maintenant, la vraie bataille commence. La bataille juridique. Les avocats vont tout nier, ils vont t'accuser, ils vont peut-être même prétendre que tu n'es pas saine d'esprit. »« Qu'ils essaient, » ai-je répondu en regardant les gyrophares des voitures de police s'éloigner de ma fenêtre. « Leurs avocats connaissent peut-être la loi, Jean-Luc, mais je connais la stratégie, et j'ai dans ma manche des atouts bien plus importants que je n'ai pas encore utilisés. » Si vous avez pris autant de plaisir que moi à assister à la chute d'un narcissique, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, mais ne vous relâchez pas, car l'arrestation n'est pas la fin de l'histoire. Le véritable chaos commence maintenant. Les barreaux de la prison suffiront-ils à les arrêter? Ou les relations de Pierre issues de son sombre passé entreront-elles en jeu? Dans un instant, vous verrez comment l'ennemi a tenté d'attaquer depuis sa cellule et comment j'ai réagi. Je me suis tournée vers Jean-Luc. « Maintenant, ai-je dit, nettoyons cette maison. Il y a une odeur de trahison dans l'air. » Ma prochaine étape serait de détruire non seulement leur liberté, mais aussi leur coffre-fort secret auquel ils faisaient tant confiance. Les 48 premières heures qui ont suivi les arrestations ont fait l'effet d'une bombe dans la presse locale marseillaise. Les gros titres des journaux oscillaient entre le scandale chez le commandant Hérault et la chute d'une famille de la haute société. Mais pour moi, plus que le bruit extérieur, ce sont les murmures provenant du commissariat qui comptaient. Jean-Luc avait raison, les hommes comme Pierre devenaient les plus dangereux lorsqu'ils étaient acculés. Le 4e jour, au matin, Jean-Luc est entré dans mon bureau. J'avais transformé le bureau de ma maison en quartier général, avec une pile de documents à la main. Il avait l'air sombre. « Mauvaise nouvelle », dit-il en jetant les documents sur la table. Pierre a engagé Antoine Vasseur, l'avocat pénaliste le plus cher de Marseille. C'est un vrai serpent. Il a déjà fait sa première tentative, une demande de jugement sans détention, et ses arguments sont écœurants. J'ai ouvert le dossier. En parcourant les lignes, j'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. La défense de Pierre et Henri reposait sur un malentendu. Selon eux, cette société écran était en réalité un fonds d'investissement créé pour mon avenir. Juliette n'était qu'une employée, et la relation entre Henri et elle n'était qu'un vide affectif. Mais le pire, c'était ce qu'ils écrivaient à mon sujet. L'épouse de mon client, Victoire Delma, souffre de délire paranoïaque dû à un syndrome de stress post-traumatique causé par de longues missions en mer et nourrit une hostilité irrationnelle envers sa famille. Ils essayaient de me faire passer pour folle, une tactique classique et ignoble. S'ils parvenaient à convaincre le tribunal que je n'étais pas saine d'esprit, la révocation de la procuration pourrait être invalidée et Henri pourrait même être désigné comme mon tuteur. Ces types sont incorrigibles, dis-je en refermant brusquement le dossier. Même en prison, ils essaient encore de me dominer. Vasseur est puissant, dit Jean-Luc. Il aime influencer les juges. S'il joue bien la carte de la santé mentale, il pourrait au moins être libéré sous caution. Et s'ils sortent, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne détruisent les preuves. Je me levai et regardai la mer infinie par la fenêtre. « Dissimuler des preuves ?» me dis-je.
Ils n'ont rien laissé à dissimuler, Jean-Luc, parce que les vraies preuves ne se trouvent pas là où ils le pensent. Jean-Luc fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Pierre est un homme vieux jeu, ai-je répondu. Il ne fait pas confiance au monde numérique. Il ne croit pas au compte cloud, ni aux disques cryptés. Il ne fait confiance qu'au papier et à l'encre, et il ne conserve jamais ses secrets les plus importants dans des coffres-forts bancaires, car il sait que l'État peut y avoir accès. Où sont-ils alors? Dans cette maison, répondis-je. Quand Pierre s'est installé ici en mon absence, pourquoi crois-tu qu'il ait insisté pour que son bureau soit déclaré espace privé? Il y avait un détail dans les rapports du détective. Une fois par semaine, Pierre s'enfermait dans son bureau à minuit et n'en ressortait pas avant plusieurs heures. Il y a quelque chose dans cette pièce. Jean-Luc sourit. Nous avons un mandat de perquisition. Appelons-nous la police? Non, répondis-je. La police a déjà effectué une perquisition et emporté les ordinateurs. Ils n'ont pas regardé derrière les murs. Je vais le faire. Et quand j'aurai trouvé quelque chose, ce ne sera pas une simple allégation que nous opposerons à cet avocat, mais une réalité concrète. Lorsque j'ai pris le marteau et le pied de biche, je ne me sentais pas comme une femme au foyer, mais comme la chef d'une équipe de démolition. Je suis entrée dans le bureau de Pierre. Les murs étaient recouverts de bois de mahogany, lourd, aisé, sombre. Une pièce à l'image de l'arrogance de Pierre. Je me suis dirigée vers la grande bibliothèque derrière son bureau. Dans mon enfance, mon grand-père me parlait des compartiments secrets de cette maison. Les vieilles maisons ont leurs secrets, Victoire, disait-il. En s'emparant de cette maison, Pierre avait oublié quel était mon passé. La 3e étagère de la bibliothèque. Le seul endroit où il devait y avoir un espace vide. J'ai posé les livres par terre. J'ai examiné attentivement le panneau de bois. Il n'y avait pas de poignée visible, mais il y avait une légère différence de couleur dans les veines du bois. J'ai inséré l'extrémité du levier dans cet espace et j'ai tiré de toutes mes forces. Le panneau s'est déplacé dans un craquement. Derrière lui, un couvercle en métal gris froid est apparu. Un vieux coffre-fort à combinaison. « Bingo !» a dit Jean-Luc derrière moi. « Tu connais le code ?»« Non » ai-je répondu. « Mais je connais Pierre. C'est un narcissique. Son code ne sera jamais une suite de chiffres aléatoires. Quelle est la date la plus importante pour lui? Son anniversaire ?» J'ai essayé. Ça n'a pas marché. L'anniversaire d'Henri? Non. Puis je me suis arrêtée. Qu'est-ce qui comptait le plus dans la vie de Pierre? L'argent. Et la date à laquelle il avait pris le pouvoir pour la première fois. Pas la date à laquelle il avait créé sa première entreprise, mais la date célèbre à laquelle il avait frôlé la faillite avant de faire fortune, le 12 mai 1988. J'ai tourné les pages avec des doigts tremblants. 12 05 88. Clic. Le couvercle du coffre s'est ouvert lentement. Il n'était pas rempli à ras-bord d'argent liquide. Il y avait mieux. 3 carnets recouverts de cuir noir et une série de cassettes audio. J'ai ouvert l'un des carnets au hasard. Les pages étaient remplies d'annotations manuscrites. Des dates, des noms et des chiffres écrits à côté. Paiement au conseiller municipal X. Pot de vin pour l'appel d'offres du port. Dette de jeu d'Henri remboursée. Ces carnets étaient la boîte noire qui révélait comment Pierre avait escroqué non seulement moi, mais aussi l'État, ses partenaires commerciaux et le fisc pendant des années. Mais le véritable choc se trouvait à la dernière page. La date correspondait à la semaine où j'avais pris mes fonctions. La note disait « Plan de retour de Victoire Delmas. Si elle n'accepte pas le divorce, consultation du docteur Arnaud pour un rapport sur le syndrome de stress post-traumatique. Coût 50 000 euros. Si nécessaire, on fera croire à un accident de mer. Le moteur du bateau a été réglé. Oh non, le cahier tomba de mes mains. Un vent glacial souffla dans ma chambre. Ils n'avaient pas seulement prévu de me dépouiller ou de me faire passer pour folle. Ils avaient envisagé de me tuer, ou du moins de m'éliminer dans un accident. Jean-Luc ramassa le carnet, lut cette phrase, et son visage devint livide. Ce n'est plus de l'escroquerie, Victoire, c'est un projet d'assassinat prémédité. Le docteur Arnaud, la licence de cet homme est déjà douteuse. Quand nous présenterons cela au tribunal, même Vasseur ne pourra pas les sauver. À ce moment-là, je me tourne vers la caméra et je vous pose la question suivante. Si vous appreniez qu'une personne en qui vous avez confiance, que vous appelez papa, prévoit de vous tuer pour votre argent, que ressentiriez-vous à cet instant? De la peur? Ou, comme moi,
le confort effrayant de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Dans les commentaires, partagez comment vous avez surmonté votre plus grande trahison. Parce que parfois, partager est le premier pas vers la guérison. Jean-Luc, dis-je, le tremblement dans ma voix ayant complètement disparu. Appelez le commissaire et prévenez la presse. Demain matin, nous enverrons des photocopies de ce cahier à tous les journaux. Pierre aimait la discrétion, n'est-ce pas? Maintenant, toute la France va lire ses secrets beaux, les plus intimes. Je ne pense pas que Pierre ait bien dormi dans sa cellule cette nuit-là. Il pensait peut-être que son avocat le sauverait, mais il ne savait pas que ces journaux intimes narcissiques qu'il tenait entre ses mains seraient le dernier clou de son cercueil. Le lendemain matin, en me rendant au tribunal, je ne portais pas mon uniforme militaire, mais un costume blanc immaculé. Ce n'était pas la couleur de l'innocence, mais celle de la Renaissance. Dans les couloirs du tribunal, les journalistes m'ont encerclé. Je n'ai pas dit un mot sous les flashs des appareils photo. J'ai simplement brandi le cahier noir que je tenais à la main. Quand je suis entrée dans la salle d'audience, Pierre et Henri étaient assis sur le banc des accusés. Quand ils m'ont vue, ils se sont préparés à jouer le rôle de la femme folle. Henri a endossé le rôle du mari désolé. Mais lorsque Jean-Luc a déclaré « Monsieur le juge, nous disposons d'une nouvelle preuve cruciale qui va changer le cours du procès » et qu'il a posé le cahier sur le banc, à ce moment-là, j'ai vu le sang se retirer du visage de Pierre. Il a reconnu le cahier, les dents derrière les barreaux avaient été arrachées. Il ne pouvait plus mordre, il ne pouvait plus que supplier. Et croyez-moi, ils étaient sur le point de le faire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car l'un des noms figurant dans ce carnet ne désignait pas seulement Pierre, mais un réseau beaucoup plus vaste. Le nom Docteur Arnaud n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le combat de Victoire Delmas, qui n'était au départ qu'une querelle familiale locale, était sur le point de se transformer en une guerre contre l'une des organisations criminelles les plus sombres de la ville. Êtes-vous prêts? J'aimerais pouvoir immortaliser ce moment dans la salle d'audience. Lorsque Jean-Luc a présenté le carnet au juge et montré la page fatidique, l'atmosphère dans la salle est soudainement devenue pesante. La juge était une femme aux cheveux gris et au caractère bien trempé. Lorsqu'elle regardait Pierre par-dessus ses lunettes, elle ressemblait davantage à un bourreau qu'à un juge. « Accusé Pierre Delmas », dit la juge d'une voix qui résonna comme un coup de marteau. Ce qui est écrit ici, la phrase « Le moteur du bateau a été réglé », cette écriture est-elle la vôtre? La célèbre éloquence de Pierre s'était évaporée à cet instant. Seules ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Son avocat, Vasseur, se leva précipitamment pour sauver la situation. « Je proteste, Madame la Présidente. Il n'a pas été prouvé que ce carnet appartient à mon client, et ça a été obtenu par des moyens illégaux. » Monsieur Vasseur, l'interrompit le juge, ce carnet a été trouvé dans le coffre-fort secret du domicile de l'accusé par la propriétaire Victoire Delmas, et son contenu indique un projet de meurtre. Je ne vais pas débattre de la procédure à ce stade. La demande de mise en liberté sous caution est rejetée. Il a été décidé de maintenir les accusés en détention et d'élargir le dossier à une accusation de tentative de meurtre avec préméditation relevant de la cour d'assises. Alors que les gendarmes emmenaient Pierre et Henri par les bras, Henri s'est tourné vers moi. Il n'y avait plus d'amour ni de regret dans ses yeux, seulement une haine pure. « Tu es une femme folle » a-t-il crié. « Tu ne nous enterreras pas ?» Je lui ai simplement fait un signe de la main. « Je ne vous enterre pas, Henri, ai-je pensé. Vous étiez déjà dans la fosse, je ne fais que jeter de la terre dessus. » À la sortie du tribunal, le parvis s'était transformé en champ de bataille. Mais cette fois, les questions avaient changé. On ne demandait plus « Que ressent l'épouse trompée ?» mais « Quels sont les noms des politiciens qui figurent dans ce carnet? Le docteur Arnaud va-t-il être arrêté ?» Ah, le docteur Arnaud, le nom clé dans le carnet sordide de Pierre, ce psychiatre réputé et qui avait prévu de me faire interner en me déclarant « fou ». Lorsque Jean-Luc et moi sommes montés dans la voiture, il m'a demandé « C'est lui la prochaine cible ?» « Non », ai-je répondu. « Nous n'irons pas le voir. La police doit être chez lui en ce moment même. Les 50 000 € de pot de vin et la mention faux rapport dans le carnet suffisent à mettre fin à sa carrière. Notre travail est autre. Nous allons nous attaquer au maillon faible de la chaîne. » À qui? À Juliette, ai-je répondu.
Oui, la maîtresse, la femme enceinte qui joue le rôle de la victime. Pendant que Pierre et Henri étaient à l'intérieur, elle était la seule à pouvoir gérer les opérations financières à l'extérieur. Il y avait une autre note dans le carnet de Pierre. Fonds d'urgence, île Caïman, les codes sont chez Juliette. Ces hommes étaient tellement arrogants qu'ils avaient confié la clé de leur argent à cette femme, simplement pour ne pas attirer l'attention sur eux. Lorsque nous nous sommes rendus dans la luxueuse résidence où séjournait Juliette, elle n'a pas ouvert la porte. Mais grâce au serrurier que Jean-Luc avait amené avec lui et à l'autorisation du propriétaire que nous avions en notre possession, il ne nous a pas été difficile d'entrer. Juliette se trouvait au milieu du salon, entourée de valises. Elle se préparait à s'enfuir. En nous voyant, elle a crié « Ne m'approchez pas, j'appelle la police !» « Appelle-la », ai-je dit en m'asseyant tranquillement dans un fauteuil. « Quand la police arrivera, tu leur donneras les codes des comptes de Pierre au Caïman. Ou bien, tu nous aideras à être jugés pour complicité et non pour témoignage. » Juliette s'est arrêtée, ses yeux roulaient dans tous les sens. La loyauté? Non. Dans ce genre de relation, la loyauté ne dure que jusqu'à ce que le robinet de l'argent se ferme. « Que veux-tu » demanda-t-elle en tremblant. « C'est simple, répondis-je. Je veux que tu me remettes la motte, la maison de vacances, la voiture de sport et les bijoux qu'Henri et Pierre ont achetés avec mon argent et mis à ton nom. Tout de suite. Et au tribunal, tu raconteras comment ils m'ont piégé cette nuit-là, ce que Pierre a dit en parlant de son projet de meurtre. Si tu le fais, je parlerai au procureur et je ferai en sorte que tu bénéficies de la loi sur le repentir efficace. Si tu ne le fais pas, tu ne partageras peut-être pas la cellule d'Henri, mais tu accoucheras de ton bébé derrière les barreaux. À ce stade, je voudrais vous poser une question. Une femme doit-elle négocier avec la maîtresse de son mari? Doit-elle lui pardonner ou la brûler avec les autres? On pourrait penser que j'ai choisi la deuxième option, mais en réalité, je lui ai lancé une bouée de sauvetage. Car mon véritable objectif n'était pas les pions, mais les rois. À ma place, auriez-vous fait confiance à Juliette? Juliette s'est effondrée et s'est mise à pleurer. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de crocodile, c'étaient les larmes de la faim. Henri m'a dit que tout était légal, a-t-elle dit en sanglotant. Ils ont juste dit que c'était pour protéger les biens pendant la procédure de divorce. Je ne savais rien du projet de meurtre, je le jure. Je sais, répondis-je froidement, parce que Pierre est un homme intelligent. Il n'impliquerait pas sa maîtresse dans un plan meurtrier, mais il l'a impliquée dans le blanchiment d'argent. Maintenant, fais ton choix, Juliette. Veux-tu être une criminelle riche ou une mère pauvre mais libre? 1 heure plus tard, Jean-Luc est venu me voir avec les documents de transfert signés et l'enregistrement audio contenant les aveux de Juliette. « Cette femme parle, Victoire », m'a-t-il dit. Elle a révélé les liens de Pierre non seulement avec des personnalités locales, mais aussi avec certains bureaucrates à Paris. L'affaire prend de l'ampleur. Les copains m'ont ponté me sont marqués. Le soir même, les informations ont annoncé. Le célèbre psychiatre Dr Arnaud Tao a été arrêté dans sa clinique pour avoir rédigé de faux rapports et aidé le crime organisé. Et j'ai éteint la télévision. Je me suis servi un verre de vin, un vin que j'avais acheté avec mon propre argent et que je buvais chez moi, et je suis sortie sur le balcon. Marseille s'étendait à mes pieds. Le empire de Pierre s'effondrait. Les dominos tombaient les uns après les autres. Le docteur Arnaud, Juliette, les comptes bancaires. Mais il manquait encore une pièce du puzzle. Ce mystérieux ombre, mentionné dans le carnet de Pierre, mais dont nous n'avions pas encore découvert l'identité. À la dernière page du carnet, il n'y avait qu'une initiale, Membus, et à côté une note. Si tout va de travers, monsieur entrera en action, quel qu'en soit le prix. Qui était ce M? Un tueur à gages? Un juge corrompu? Ou bien une figure obscure du passé de Pierre que même Henri ne connaissait pas? Mon téléphone a sonné. Le numéro était masqué. J'ai décroché. La voix au bout du fil était métallique et étouffée. « Félicitations, commandant Delmas, vous avez éliminé Pierre. Mais remuer certaines pierres réveille les serpents qui se cachent dessous. Vous avez remis le carnet à la police, mais avez-vous lu la page concernant monsieur? Car monsieur examine actuellement votre dossier. » Le téléphone s'est éteint. Un frisson m'a parcouru le dos. De la peur? Non. C'était une invitation à une nouvelle guerre. Pierre et Henri n'étaient que des imbéciles cupides, mais ce M, cette voix, était une menace professionnelle.
Je compris que la tempête en mer n'était pas terminée. Je n'avais fait que surmonter les vagues que j'avais repérées. À présent, je devais affronter un monstre bien plus grand venu des profondeurs. Qui est Mush, selon vous? Et moi, après avoir joué toutes mes cartes, que vais-je faire contre ce nouvel ennemi? Préparez-vous. Nous pensions que la saison de chasse était terminée, mais il s'avère que nous venons d'entrer dans le véritable terrain de chasse. Lorsque j'ai raccroché le téléphone, le silence dans la pièce a balayé d'un coup l'ivresse de la victoire que nous venions de connaître. Jean-Luc a immédiatement remarqué le changement d'expression sur mon visage. Ce n'est pas avec l'intuition d'un avocat, mais avec l'instinct d'un ancien soldat sentant le danger qu'il a porté la main à l'alarme autorisée qu'il portait à la ceinture. « Qui était-ce » demanda-t-il d'une voix étouffée. « Je ne sais pas » répondis-je en regardant l'inscription « Numéro inconnu » sur l'écran du téléphone. Mais il a dit qu'il était le M du carnet de Pierre. Et tu avais raison, Jean-Luc. Pierre n'était pas seulement un escroc cupide, c'était un éboueur qui nettoyait l'aquarium de requins bien plus gros que lui. J'ai raconté les détails de la conversation à Jean-Luc, la métaphore « remuer le couteau dans la plaie »,« réveiller le serpent ». Ce n'étaient même pas des menaces ordinaires, c'était sans les coups d'un joueur d'échecs qui connaissait la bureaucratie, le droit et la rue. « Si M est intervenu, dit Jean-Luc en essuyant la sueur de son front, ils ne vont pas essayer de faire sortir Pierre de prison. Au contraire, ils vont essayer de le faire taire. Et nous aussi. Parce que dans ce registre, il n'y a pas que les crimes de Pierre. Il y a aussi les transactions financières de même. » À ce moment-là, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Élodie qui appelait, ma sœur. « Victoire !» cria-t-elle, la voix paniquée. On entendait des sirènes et des cris en arrière-plan. « Victoire, la police est là. Ils font une descente dans mon atelier à Paris. Ils ont reçu une dénonciation pour trafic de drogue. Mon Dieu, ils sont en train de découper les rouleaux de tissu avec des couteaux. » Le sang me monta à la tête. Élodie était une créatrice de mode innocente qui n'avait jamais touché une cigarette de sa vie et qui adorait son travail. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la façon dont M disait « Bonjour, ne te frotte pas à moi, ou je brûle ce que tu aimes. » « Reste calme, Élodie, » lui dis-je d'une voix autoritaire. « Ne résiste à rien. J'envoie immédiatement le partenaire de Jean-Luc à Paris. Ne signe rien, c'est un piège. » Après avoir raccroché, je me suis tournée vers Jean-Luc. Il n'y avait plus d'inquiétude dans mes yeux. Seulement une colère pure et concentrée. Dans la marine, on nous avait enseigné une règle. Si l'ennemi cible des civils, cela ne signifie pas qu'il est fort, mais qu'il est désespéré. Ils veulent la guerre, ai-je dit. Nous leur donnerons la guerre, mais pas selon leurs règles. J'ai envoyé Jean-Luc à Paris pour qu'il rejoigne Élodie. Il n'y aura pas un gramme de drogue qui sortira de cet atelier, car ils savent qu'il n'y en a pas. Leur but est de le discréditer dans les médias et de me coincer. Va gérer la presse. Après le départ de Jean-Luc, je me suis retrouvée seule à la maison. Mais la solitude était le meilleur moment pour réfléchir. Je suis retournée dans le bureau de Pierre. J'avais photographié chaque page de ce maudit carnet avant de le remettre à la police. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai réexaminé la page concernant M. Il n'y avait pas que des transferts d'argent. Il y avait aussi des dates et des coordonnées, et une étrange abréviation, Hop, nuit blanche. Je connaissais ce terme, c'était le nom donné à la nuit où, il y a des années, dans le port de Marseille, un président de syndicat était mort dans des circonstances suspectes et où l'affaire avait été classée comme accident. À l'époque, Pierre participait à des appels d'offres pour le port. M n'était donc pas seulement un financier, mais aussi quelqu'un qui contrôlait le commerce portuaire, les syndicats et le monde souterrain. À ce stade, je voudrais vous poser la question suivante. Lorsque votre ennemi est au-dessus des lois, restez-vous dans le cadre légal pour le combattre ou êtes-vous prêt à vous salir les mains? Quelle importance revêt l'éthique lorsque votre famille est menacée? Cette nuit-là, j'ai décidé de mettre l'éthique de côté et de rechercher ce vieux numéro interdit dans mes archives militaires. « Capitaine », dit la voix au bout du fil. « Ça fait longtemps ?» C'était un ancien officier de renseignement surnommé le Fantôme. Il avait été renvoyé de l'armée pour avoir dénoncé un ministre qui divulguait des secrets dont secret d'État. Depuis ce jour, il vivait dans l'ombre. « J'ai besoin d'un nom, Fantôme, dis-je. La personne qui tire les ficelles derrière Pierre Delmas, celle qui contrôle le port de Marseille, qui donne des ordres à la police, celle dont le nom de code est M.
C'est une question dangereuse, commandant, répondit-il. M n'est pas une personne, M est un système. On l'appelle maître, Marc-Antoine Valéry. Il est propriétaire du plus ancien cabinet d'avocats de Marseille et conseiller officieux du maire. Marc-Antoine Valéry. En entendant ce nom, tout s'est mis en place. C'était cet homme élégant aux cheveux gris, assis à la table d'honneur lors du mariage de Pierre et Henri, qui m'avait dit « Vous pouvez être fier de votre mari ». Tout le monde le respectait. Il était connu pour sa générosité. Sous ce masque de générosité se cachait donc un monstre. « Comment puis-je le détruire » demandai-je. « Tu ne peux pas le faire avec la loi » répondit le fantôme. « La moitié des juges ont étudié grâce à ces bourses. Les chefs de police sont invités à ces fêtes. La seule façon de le détruire, c'est de ruiner sa réputation. Dans ton carnet, y a-t-il des traces de transfert d'argent vers ses comptes à l'étranger ? Pensons. Oui, répondis-je. Alors tu dois trouver la source de cet argent. Pierre, d'où venait cet argent ? Ce n'est pas seulement ton héritage. Pour avoir autant d'argent, il faut se livrer au trafic de drogue ou d'armes. Il doit y avoir quelque chose dans l'un des entrepôts de Pierre au port. Quand j'ai raccroché, il était plus de minuit. J'avais des nouvelles d'Élodie. Grâce à ses avocats, elle avait été libérée, mais son atelier était saccagé et les médias commençaient déjà à parler d'une descente anti-drogue chez la célèbre créatrice de mode. C'était ma faute, et j'allais réparer ça. J'ai retiré mon costume blanc. Je l'ai remplacé par ma tenue d'opération noire. Oui, je n'étais peut-être pas à la retraite, mais ce soir-là, je n'étais pas en mission officielle. Ce soir-là, j'étais une femme dont la sœur était menacée. La clé de l'ancien entrepôt de Pierre dans le port se trouvait dans la boîte à gants de la voiture d'Henri. Je sautai dans la voiture et me rendis dans le quartier sombre et malfamé du port de Marseille. Quand je suis arrivée au hangar, j'ai vu que les lumières étaient allumées à l'intérieur. Il y avait quelqu'un. Les hommes de M étaient-ils en train de faire disparaître les preuves ? J'ai éteint les farceurs de la voiture et je me suis approchée comme une ombre. J'entendais des bruits à l'intérieur. Maître veut que tout soit nettoyé cette nuit. Demain matin, les douanes vont faire une descente ici et elles doivent trouver un lieu propre. Il y avait 3 hommes à l'intérieur. Ils vidaient des barils remplis de déchets chimiques dans les égouts. La société L'Avenir de Pierre était officiellement une société de conseil en environnement. En réalité, son activité consistait à éliminer illégalement les déchets toxiques des grandes usines. C'était un commerce encore plus lucratif et plus sale que le trafic de drogue. J'ai sorti mon téléphone, j'ai lancé l'enregistrement vidéo, leurs visages, les étiquettes sur les barils, les conversations, où le nom de Marc-Antoine Valéry était mentionné, tout était clair. Mais à ce moment-là, j'ai entendu un bruit métallique derrière moi. J'avais heurté une boîte de conserve. 3 têtes se sont tournées vers moi en même temps. L'un des hommes a mis la main à sa ceinture. « Qui est-ce là ?» J'aurais pu m'enfuir, j'aurais pu courir jusqu'à ma voiture, mais si je ne téléchargeais pas cette vidéo en direct sur le cloud, il pourrait me tuer ici et me jeter dans l'un de ces barils. Et personne ne le saurait. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis sortie de ma cachette. J'ai braqué la lampe torche de mon téléphone sur leur visage. Je suis Victoire Delmas, commandante de la marine française, ai-je dit, ma voix résonnant dans cet immense hangar. « Et vous, messieurs, vous venez d'être arrêtés. » Les hommes ont hésité un instant. Ils ne comprenaient pas la folie d'une femme qui se présentait seule et sans armes devant eux. L'homme au milieu a ri. « Commandant, ce n'est pas ton bateau, ma chérie, c'est ton cimetière. » Ils se mirent à marcher vers moi, mais ils avaient oublié une chose. J'avais passé des années en mer à affronter des pirates, des tempêtes et à discipliner 200 hommes. Et comme nous étions dans la zone portuaire, j'avais déjà activé l'application Protocole d'urgence de la marine sur mon téléphone. Il s'agissait d'une alarme silencieuse qui envoyait un signal personnel militaire en danger à la patrouille portuaire. « Si tu fais un pas de plus, lui dis-je sans reculer, tu commettras la faute de ta vie. » L'homme a sorti son couteau. Voyons voir. À ce moment-là, aucune sirène ne retentit. Mieux encore, les immenses projecteurs du port se tournèrent s'astachant vers le hangar, comme s'il s'agissait d'un stade. Et une voix puissante retentit dans le mégaphone. « Ici la garde côtière, lâchez vos armes et couchez-vous par terre. Vous êtes encerclés. » Les hommes restèrent figés. Je souris. « Je vous l'avais dit, ai-je dit, la mer est ma maison.
Cette nuit-là, le scandale des déchets toxiques qui allait causer la perte non seulement de Pierre mais aussi de Marc-Antoine Valéry a éclaté. Mais ce n'était pas la véritable bombe. La véritable bombe, c'était le message que nous avons trouvé dans l'un des téléphones de ces hommes, ordonnant le raid contre Élodie. Le numéro de l'expéditeur appartenait au secrétaire particulier de Valéry. Au matin, l'armure de M était percée. Mais un animal blessé est le plus dangereux. Valéry était acculée et s'apprêtait à jouer son dernier atout. Cet atout concernait mon passé, un dossier top secret de la marine. M s'apprêtait à m'accuser de trahison. Pensez-vous que cette calomnie tiendrait la route? Ou devrais-je, cette fois-ci, déclarer la guerre à l'État lui-même pour laver mon honneur? Alors que les premières lueurs du jour illuminaient que le port de Marseille, ce n'étaient pas des fleurs de félicitations qui m'attendaient à ma porte, mais ceux qui frappaient à ma porte comme s'ils allaient de la défoncer étaient bien plus nombreux que je ne l'avais prévu. En regardant par le Judas, j'ai vu la gendarmerie maritime avec ses uniformes bleu marine et ses armes à la ceinture. Ce n'était pas la police civile, c'était ma propre famille. Ils étaient venus me chercher. J'ai ouvert la porte. Le capitaine qui se tenait à leur tête ne m'a pas salué. Ses yeux reflétaient la déception. Commandant Victoire Delmas, a-t-il dit en me tendant le mandat d'arrêt. Vous êtes en état d'arrestation pour trahison, divulgation de secrets d'État et collaboration avec les services de renseignement étrangers. Je n'ai pas résisté lorsqu'on m'a menotté les poignets, car je savais que Marc-Antoine Valéry jouait sa dernière et plus grande carte. Il ne pouvait pas m'accuser de vol ou de corruption, cela aurait été trop simple. Il m'attaquait avec la seule chose à laquelle j'avais consacré ma vie, mon uniforme. La salle d'interrogatoire était froide. Le procureur militaire assis en face de moi jeta un épais dossier sur la table. Sur la couverture du dossier figurait la mention « confidentielle » et un code de mission daté de 2018. Opération Poséidon. Vous souvenez-vous de cette opération, commandant? Demanda le procureur. Bien sûr, répondis-je. Il s'agissait d'une opération réussie de sauvetage d'otages contre des pirates dans l'océan Indien. Vraiment? Le procureur ouvrit le dossier avec un sourire moqueur. D'après les documents en notre possession, vous avez vendu les coordonnées de votre navire au service secret russe via un canal crypté pendant cette opération. En échange, 2 millions d'euros ont été versés sur votre compte suisse, qui a été saisi. Je n'étais pas choquée, j'étais simplement dégoûtée. Valéry avait présenté l'argent blanchi par Pierre comme si je l'avais gagné en espionnant. Les traces numériques avaient été placées de manière si professionnelle que, pour un observateur extérieur, je n'étais pas un héros, mais un traître à vendre. Ces documents sont faux, ai-je dit calmement. À l'heure où les coordonnées ont été divulguées, j'étais sur le pont, en vidéoconférence avec l'amiral. Vérifiez les enregistrements. Les enregistrements ont été effacés. Commandant, a répondu le procureur. Ou plutôt, ils ont été perdus à cause d'une panne technique. C'était là le pouvoir de Valéry. Il pouvait changer non seulement le présent, mais aussi le passé. À ce moment-là, je voudrais vous poser la question suivante. Que feriez-vous si l'institution à laquelle vous avez consacré toute votre vie vous tournait le dos à cause d'un faux document? Continueriez-vous à vous battre pour les valeurs auxquelles vous croyez? Ou diriez-vous « allez tous au diable » et abandonneriez-vous? Assis sur cette chaise, je savais que l'abandon n'était pas une option, parce que j'étais innocent. Et l'innocence est l'arme la plus puissante qui soit. Monsieur le procureur, ai-je dit en me penchant en avant, dites-moi la date à laquelle cet argent a été versé. Le 14 mai 2018. J'ai souri. C'était la première erreur de Valéry. L'arrogance aveugle même les hommes les plus intelligents. Le 14 mai 2018, ai-je dit lentement. Il y avait une coupure totale des communications dans la zone où l'opération Poséidon était menée. Tous les satellites étaient hors service à cause des éruptions solaires. Ce jour-là, nous ne pouvions même pas envoyer un message « Je vais bien » à la maison, sans parler de transférer 2 millions d'euros. Si vous consultez les rapports d'observation atmosphérique dans les archives d'eau de la marine, vous verrez qu'il n'y avait pas le moindre mouvement numérique dans cette région ce jour-là. Valéry n'y a pas pensé car c'est un homme de bureau, il ne connaît pas l'océan. Le procureur marqua une pause. Valéry lui avait sans aucun doute présenté des preuves solides, mais les connaissances techniques d'un militaire l'emportaient sur les mensonges bureaucratiques. « Je vais enquêter là-dessus, » dit le procureur, le ton de sa voix s'étant adouci. « Mais d'ici là, vous resterez en détention militaire. Et le commandant… »
La presse vous linge dehors. Les gros titres Victoire la traîtresse ont déjà été publiés. Quand on m'a conduit à ma cellule, je savais que ma réputation dans le monde extérieur était en lambeaux. Mais je m'en fichais. Jean-Luc et Ayalette étaient dehors. Et je n'avais qu'un seul message à leur transmettre. Lors de ma rencontre avec mon avocat, j'ai chuchoté à Jean-Luc. Les rapports atmosphériques, trouvez-les. Et encore une chose, j'ai découvert la véritable raison pour laquelle Valérie m'a attaqué. Il était l'un des otages que nous avons sauvés lors de l'opération Poséidon. Ce n'était pas un homme d'affaires ordinaire. Il était le coursier qui gérait le trafic d'argent sale de Valérie. Valérie veut me faire taire parce qu'il pense que je me souviens de la déclaration que cet homme m'a faite à bord du navire. Les yeux de Jean-Luc se sont mis à briller. « Tu t'en souviens ?»« Non, » répondis-je honnêtement. L'homme était sous le choc, j'ai pensé qu'il divaguait, mais maintenant je recolle les morceaux. Il m'avait dit « Le maître nous a vendus. À l'époque, je n'avais pas compris. Maintenant, je comprends. » Quand Jean-Luc est parti, je me suis retrouvée seule dans ma cellule. Mais cette fois, je n'étais pas comme les autres détenus. Même les gardiens me regardaient différemment, certains avec haine, d'autres avec suspicion, se demandant si j'avais raison. 3 jours plus tard, la porte de ma cellule s'est ouverte. Ce n'était pas le procureur qui est entré. C'était un vieil homme en uniforme, l'amiral de Vigny, commandant de la marine. Mon mentor. « Victoire, » dit-il d'une voix tremblante. « Nous avons examiné les rapports. Vous aviez raison. Il était impossible d'émettre un signal depuis cette zone ce jour-là. Mais... » « Mais quoi, amiral ?»« Mais Valérie est très puissant. Même si nous abandonnons cette affaire, nous devons vous mettre à la retraite. Le doute suffit à mettre fin à la carrière d'un officier. Nous allons vous libérer, mais nous voulons votre uniforme. » C'était le coup que j'attendais. « Prenez-le, » dis-je. « Si la justice dépend d'un morceau de tissu, je n'en veux pas. Je porte mon honneur dans mon cœur. » Quand j'ai été libérée, je portais des vêtements civils. Il n'y avait pas de foule de journalistes à la porte. On m'avait fait sortir par la porte de derrière. Jean-Luc m'attendait avec sa voiture. « C'est fini ?» m'a-t-il demandé. « Non » ai-je répondu en regardant le ciel. Ils m'ont pris mon uniforme, Jean-Luc. Ils m'ont dépouillé de l'armure qui me protégeait. Je suis désormais en civil. Et tu sais quoi? C'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'officier, je devais respecter des règles, une hiérarchie et une chaîne de commandement. Ce n'est plus le cas. Je ne me présenterai plus devant Valérie en tant que soldat, mais en tant que femme en colère qui n'a plus rien à perdre. Et dans une guerre sans règles, c'est le plus sauvage qui gagne. En me rendant au bureau de Valérie, j'avais mon téléphone à la main. Le fantôme avait piraté l'invitation au bal de charité organisé par Valérie ce soir-là. « Nous allons au bal ce soir, Jean-Luc », ai-je dit. « Nous n'avons pas d'invitation. » « Nous n'avons pas besoin d'invitation, » ai-je répondu en serrant dans ma main la petite clé USB noire qui se trouvait dans mon sac. Elle contenait les vidéos que j'avais tournées dans le dépôt de déchets toxiques et le relevé des comptes cryptés du carnet de Pierre. Nous sommes à la surprise de la soirée. Valérie pensait m'avoir achevée. Il pensait m'avoir désarmée, m'avoir isolée. Mais il avait oublié une chose. On peut jeter un marin par-dessus bord dans sa net, mais on ne peut pas arrêter la tempête qui fait rage en lui. Ce soir-là, tandis que la haute société marseillaise sirotait son champagne, ce n'était pas un spectacle de valse qui allait être diffusé sur les écrans, mais un documentaire sur leurs visages souillés. La salle de bal de l'Intercontinental, l'hôtel le plus prestigieux de Marseille, brillait comme un diamant ce soir-là. La crème de la ville, des politiciens corrompus, des hommes d'affaires blanchissant leur argent sale grâce à l'art, et, bien sûr, le chef de cet orchestre corrompu, Marc-Antoine Valéry. Ils étaient tous là. Lorsque je suis entrée dans la salle, vêtue d'une robe en soie bleu nuit au décolleté dans le dos et d'un élégant collier de perles autour du cou, personne n'a reconnu en moi l'ancienne commandante déchue de ses grades et accusée de trahison le matin même. Ils ne voyaient en moi qu'une femme riche et belle. Lorsque Jean-Luc, vêtu d'un smoking noir, m'a pris par le bras, il m'a murmuré à l'oreille. Le fantôme est en position. Il contrôle les systèmes audio et vidéo. Il attend mon signal. Qu'il n'attende pas, ai-je répondu en regardant l'énorme sculpture de glace au milieu de la salle. Quand Valérie commencera son discours. Marc-Antoine Valéry, lorsqu'il est monté sur scène, a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Il était le père bienfaiteur de Marseille. Il s'est approché du podium, a affiché son sourire paternel et a levé son verre.
Mes amis, dit-il d'une voix douce comme du velours, nous sommes réunis ici ce soir pour la propreté de nos mers et l'avenir de nos enfants, la fondation que j'ai créée afin de préserver le bleu de la Méditerranée, à ce moment précis, à l'instant même où il prononça le mot « propreté ». Les écrans LED géants qui ornaient les 4 murs de la salle s'éteignirent, la musique s'arrêta, les gens se mirent à chuchoter perplexes. « Est-ce un problème technique ?» demandait-il. Non, ce n'était pas une panne, mais une prise de conscience. Soudain, les images de l'entrepôt portuaire apparurent sur les écrans. Une image tremblante, sombre, mais nette. Des fûts de déchets toxiques, avec des étiquettes jaunes indiquant « produits chimiques dangereux » et les hommes de Valérie qui déversaient ces fûts dans la mer, dans la Méditerranée, qu'il avait fondée pour protéger. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Valérie est restée figée. Il s'est retourné pour regarder l'écran, puis a crié à l'équipe technique. « Éteignez ça !» Mais le micro était également coupé. Le système audio ne diffusait plus que les sons de la vidéo. « Maître, le coût de ces déchets sera très faible. Les poissons mourront, mais qui s'en soucie? Concentrons-nous sur l'argent. » Un murmure s'éleva dans la foule. Le choc faisait place au dégoût, mais le spectacle n'était pas terminé. Les images changèrent. Des relevés bancaires apparurent à l'écran. Des millions d'euros provenant du compte de Pierre Delmas vers le compte secret de Valérie en Suisse. Et juste en dessous, la preuve de la calomnie qu'il m'avait lancée ce matin-là. Opération Poséidon, coût de fabrication de fausses preuves, 150 000 euros. Valérie a essayé de descendre de scène, mais il a trébuché. À ce moment-là, j'ai traversé la foule pour me diriger vers l'avant de la scène. Les gens m'ont laissé passer. Je pouvais voir la peur dans leurs yeux. Ils avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Lorsque j'arrivais au pied de la scène, je croisais le regard de Valérie. À cet instant, ce que je vis dans ses yeux n'était pas de la colère. C'était du désespoir. C'était le regard d'un empereur voyant sa couronne rouler dans la boue. J'ai sorti mon micro de mon sac. Grâce au fantôme, il était intégré au système. Et j'ai parlé. Ma voix a résonné dans toute la salle, plus forte que les mensonges de Valérie. « Tu parles de protéger les mers, Marc-Antoine, ai-je dit. Mais tu oublies une chose. La mer vomit. Les déchets que tu y jettes finissent par revenir sur tes côtes. Je suis cette vague. » Valérie a fait signe à ses gardes. « Jetez cette femme dehors. C'est une traîtresse !» a-t-il crié. Mais les gardes n'ont pas bougé, car les portes de la salle s'étaient ouvertes et ce n'étaient pas les gendarmes maritimes qui m'avaient arrêté le matin même qui entraient, mais les policiers de la brigade financière spéciale venus de Paris. Jean-Luc s'approcha de moi et me sourit. L'amiral de Vigny n'a pas gobé le bluff de Victoire ce matin. Il a vérifié les rapports météorologiques et a appelé Paris. L'immunité de Valérie a pris fin dès la diffusion de ces vidéos. Alors que les policiers menottaient Valérie, celui-ci continuait de crier « Savez-vous qui je suis ?» « Nous le savons, lui ai-je répondu en passant à côté de lui. Vous êtes un ancien avocat qui va être jugé pour 42 ans de prison. » Les membres de la haute société présents dans la salle filmaient avec leur téléphone portable l'arrestation de l'homme qu'ils venaient d'applaudir. Quelle hypocrisie! Mais cette fois, cela m'arrangeait bien. La chute de Valérie était déjà devenue virale sur les réseaux sociaux. Je voudrais m'arrêter ici pour vous poser une question. La justice est-elle rendue dans les salles d'audience ou dans la conscience du peuple? Même si Valérie n'avait pas été emprisonnée, les 5 minutes d'humiliation qu'il a vécues ce soir-là dans cette salle ont été pour moi une victoire qui restera gravée à jamais dans ma mémoire. À sa place, auriez-vous préféré que votre ennemi soit emprisonné en silence ou qu'il soit humilié devant le monde entier? J'attends avec impatience de voir votre côté sauvage dans les commentaires. Alors que Valérie était emmenée, Jean-Luc m'a tendu une coupe de champagne. « Tu ne vas pas fêter ça ?»« Pas encore, » ai-je répondu. « Nous avons pris la tête, mais le nettoyage n'est pas terminé. Pierre, Henri, Juliette, que vont-ils devenir? Si Valérie parle et il parlera, c'est un lâche. Ils seront tous condamnés, » a répondu Jean-Luc. En quittant l'hôtel, j'ai senti le poids qui pesait sur moi s'envoler. Mon uniforme avait disparu, certes, mais j'avais retrouvé mon honneur. Et surtout, je n'avais plus peur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le silence qui suit la victoire est parfois le plus difficile à supporter. La question, que vais-je faire maintenant? La vengeance a été accomplie, les ennemis ont été éliminés. Mais qu'en est-il de Victoire? Cette femme née de ses cendres, que va-t-elle construire avec ses cendres? En rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre devant ma porte.
Elle n'était pas dans la boîte aux lettres, mais sur le paillasson. Il n'y avait pas de timbre sur l'enveloppe. Seul un nom y figurait, Élodie. J'ai ouvert la lettre. Il n'y avait qu'une seule feuille à l'intérieur. L'écriture n'était ni celle de Pierre ni celle d'Henri. Le jeu commence quand vous pensez qu'il est fini, commandant. Valérie n'était qu'un vizir. Le roi est toujours sur l'échiquier. J'ai froissé le papier. Était-ce un bluff? Ou de la paranoïa? Non. C'était la façon dont la vie me disait « détends-toi ». Mais cela m'était désormais égal, car j'avais appris à nager dans l'océan. Peu importe la taille des vagues, c'était moi le capitaine. La lettre de menace que j'avais froissée dans ma main était le dernier sursaut de Pierre ou de Valérie. Le roi est toujours sur l'échiquier, avait-il dit. Ils pensaient aimer jouer aux échecs, mais ils avaient oublié une chose. Cela faisait longtemps que j'avais renversé l'échiquier. Le jeu auquel nous jouions désormais était celui de « qui survivra ?» Et moi, j'étais un commandant spécialisé dans la survie. Je n'ai pas appelé Jean-Luc et le fantôme chez moi. Je leur ai directement donné un rendez-vous, l'ancien phare de Marseille, loin des regards, le seul endroit où l'on ne pouvait pas être dérangé. Lorsque nous nous sommes retrouvés sous le souffle du vent, le fantôme a pris la lettre, l'a reniflée et l'a exposée à la lumière. « Du papier de prison », a-t-il dit. Et de l'encre, un stylo à billes bon marché utilisé par les gardiens. Cette lettre ne vient pas de l'extérieur, Victoire. Elle vient de l'intérieur, de Pierre. Il utilise le nom d'Élodie pour te frapper là où tu es le plus vulnérable. Il veut te faire peur et te pousser à brûler tes derniers atouts, la liste des autres associés de Valérie. Mais je souris. Me faire peur? J'ai enterré ce sentiment il y a des mois, au milieu de l'océan Indien. Pierre me croit toujours cette ancienne épouse docile. Il est temps de lui donner une dernière leçon. Le lendemain matin, je me trouvais dans la salle des visites de la prison de Marseille. Pierre était assis derrière la vitre, loin de sa majesté d'antan, réduit à l'état de vieillard affaissé. Mais la lueur narcissique dans ses yeux était toujours là. Il prit le combiné. « Tu as reçu ma lettre ?» dit-il d'une voix rauque. « Tu crois que tu nous as détruits? Bah tu sais, Victoire. Mais tu oublies le chat. Les associés étrangers de Valérie, ils ne lâcheront pas l'affaire. Si tu retires ta plainte et que tu fais supprimer ces vidéos mal interprétées, ils ne toucheront pas à Élodie. » Je le regardais avec pitié, vraiment avec pitié. « Pierre, dis-je calmement, tu n'as toujours pas compris, n'est-ce que les associés que tu appelles le chat ont été arrêtés ce matin dans le cadre d'une opération conjointe des services secrets français et d'Interpol. Valérie a commencé à parler hier soir afin d'obtenir une réduction de peine. Il a vendu tout le monde. Le roi, en qui tu avais tant confiance, a sacrifié ses pions pour sauver sa peau. » Le visage de Pierre devint livide. Il frappa la vitre de ses mains tremblantes. « Tu mens? Je mens ?» Je sortis le journal du matin de mon sac et le collai contre la vitre. Le titre était « La mafia marseillaise démantelée ». Valérie a avoué, les arrestations internationales ont commencé. « Ton jeu est terminé, Pierre, dis-je en me levant. Tu n'as plus ni argent, ni famille, ni pouvoir pour te protéger à l'extérieur. Tu vas pourrir derrière cette vitre, entre ces murs gris. Et tu sais, ce qui est le plus douloureux? Personne ne viendra te rendre visite, parce que tu as aussi empoisonné ton fils. » En me retournant pour sortir, j'ai entendu Pierre crier derrière moi. « Victoire! Attends, on peut s'arranger. » Oh, mais cette voix n'était plus pour moi que le murmure du vent. 1 an plus tard, je ne suis plus dans cette maison en pierre au sommet de Marseille. Je l'ai vendue. Je ne pouvais pas vivre dans un endroit où chaque mètre carré sentait la trahison. Avec cet argent et l'héritage que j'ai récupéré, j'ai acheté un immense bureau moderne avec des murs en verre et vue sur l'horizon, sur le front de mer. Il y a une plaque en laiton sur la porte. Delmas Maritime and Security Consulting. Oui, j'ai créé ma propre entreprise. En combinant mon expérience dans la marine et les manœuvres juridiques, financières que j'ai apprises au cours de ce processus, je fournis des conseils en matière de sécurité et de stratégie aux entreprises de transport maritime. Et, ironiquement, mon plus gros client est la marine française. Ils m'ont rendu ma réputation, m'ont redonné mes grades, mais je n'ai plus jamais revêtu cet uniforme, car mon pouvoir dans la vie civile était bien plus grand que mes grades. Et les autres, que leur est-il arrivé? Henri. Il a été condamné à 8 ans de prison. D'après les rapports des psychologues de la prison, il souffre d'une grave dépression. Je brûle les lettres qu'il m'écrit sans les lire.
D'après ce que j'ai entendu, les autres détenus de sa cellule n'apprécient guère un homme qui a tenté d'escroquer sa femme, Juliette. Elle a bénéficié d'un repentir effectif et n'est pas allée en prison. Mais la vie riche promise par Pierre s'est avérée être un mensonge. Elle vit désormais dans un petit appartement dans la banlieue de la ville et travaille comme caissière dans un supermarché pour pouvoir s'occuper de l'enfant qu'elle a eu avec Henri. Je l'observe parfois de loin. Je n'ai pas besoin de me venger. La vie s'est déjà vengée d'elle. Marc-Antoine Valéry, 30 ans. L'État a saisi tous ses biens. La réputation qu'il chérissait tant ne vaut même plus le prix du papier toilette. Pierre, il a eu une attaque cérébrale en prison le mois dernier. Il a perdu l'usage de la parole. Il est maintenant en fauteuil roulant, incapable d'utiliser sa voix qu'il aimait tant, seul avec ses pensées. À mon avis, c'est une punition pire que la mort. Et moi, quand je sors sur le balcon avec une coupe de champagne à la main, cette fois-ci pour vraiment fêter quelque chose, Jean-Luc est à mes côtés. Il n'est plus seulement mon avocat, il est aussi l'associé de mon entreprise. Élodie, quant à elle, a développé son activité à Paris et a créé sa propre marque grâce à mon soutien financier. Tu sais comment s'appelle cette marque? Phoenix. Je regarde la mer bleu foncé en contrebas. Il y avait autrefois une femme perdue dans ses eaux, trahie. Aujourd'hui, il y a une femme qui règne sur ses eaux. Mon histoire s'arrête ici, mes amis. Mais j'ai un message pour vous. La vie vous frappe parfois là où vous vous sentez le plus en sécurité. Ce que vous aimez le plus vous poignarde dans le dos. À ce moment-là, lorsque vous vous retrouvez allongé par terre, perdant votre sang, deux options s'offrent à vous. Soit vous vous noyez dans ce sang, soit vous l'étalez sur votre visage comme une peinture de guerre et vous vous relevez. J'ai choisi de me relever, j'ai refusé d'être une victime. Si vous êtes dans une situation difficile, si quelqu'un vous fait du tort, si vous vous sentez impuissant, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous de Victoire Delmas. Et n'oubliez jamais, même la nuit la plus sombre ne peut empêcher le soleil de se lever. Il vous suffit de trouver en vous la force de tenir bon jusqu'à ce que le soleil se lève. Je l'ai trouvé. À vous maintenant. Merci de ne pas m'avoir laissé seule dans ce long voyage. Merci d'avoir partagé ma colère et ma victoire. Si cette histoire a réveillé un peu votre esprit combatif, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de partager vos beaux commentaires avec moi. Qui sait, peut-être qu'un jour nous écouterons votre histoire de victoire ici même. Au revoir. Mais n'abandonnez jamais, jamais